Le débrief, comme chaque lundi, avec Marc Garcia, notre consultant sportif qu'on retrouve régulièrement dans le 19h de la place du village. On va justement retrouver Marc depuis Megève. Nous sommes en Haute-Savoie. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, salut à tous. Bienvenue Marc, comme chaque lundi, c'est notre rubrique de débrief. On parle de l'actualité de la glisse qui se déroule durant cet hiver 2024-2025. On va justement commencer donc cette page de débrief avec quelques résultats durant ce week-end qui s'est déroulé. Oui, week-end assez chargé, donc autant du côté des hommes qui étaient à Crans-Montana, pour une belle descente et un très beau super géant, sur un nouveau format de piste qu'ils ont remis en place dans l'objectif des championnats du monde pour 2027, parce que les prochains championnats du monde seront chez nos amis suisses à Crans-Montana. Donc un beau succès, je dirais presque populaire, beaucoup de public, et puis une belle épreuve chez les garçons. Les filles, de leur côté, étaient en épreuve technique en slalom géant, deux slaloms géants à Séstrières et un slalom spécial. Voilà. Et puis la fin du championnat du monde à l'Ederreg, aussi en Suisse, où ça a été la razzia française, total de 13 médailles, dont 6 en or, Pas pour le mal. biathlon français. Oui, le biathlon qui a cartonné, on en parlera à la fin de cette rubrique. Pour l'instant, on va parler donc de ces résultats. Alors justement, j'ai un tableau à vous présenter, Marc. Vous allez un peu plus nous dire, qui va apparaître normalement en entier avec ce tableau. Donc des Suisses qui sont arrivés deux premiers. Ça, c'est le Super G. Le Super G. Alors vous avez attaqué par le Super G, il y avait la descente aussi. Donc Ouais. Super G, il y a donc Marco Dermat qui gagne le Super G devant Alexis Monet. Donc Marco était évidemment il faisait partie des favoris. Donc là ils nous font un doublé en Super G avec une belle dixième place de Nils Alec. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez eu l'interview de la Fédération française de ski concernant Nils Alec? Ah non, je l'ai pas eu justement. J'ai pas réussi à le récupérer. Ça, c'est un peu Bon, dommage. d'accord. Ouais, on a quelques petits soucis pour récupérer le fichier, malheureusement. C'était un Voilà. fichier zip et il n'y a pas de, malheureusement. Voilà. Voilà. Donc Nils avait fait 10 en Super G et une belle dixième place. Et puis Adrien Théo qui revenait bien, qui fait une belle 23e place. Donc c'est sur quasiment la même piste, partie un peu plus basse, on part un peu plus bas en Super G. En tout cas, ça a été remodelé l'année dernière, je crois qu'il y a même déjà 2 ans, à Crans-Montana. Donc, une belle piste avec énormément de mouvements de terrain. Alors, il y en a certains qui sont un peu pleins. Moi, je pense que c'est une belle piste. En tout cas, il y a eu un beau spectacle, il y a eu beaucoup de spectateurs. C'est avec il y a pas que l'Autriche, la Suisse Mm. est un pays essentiellement de montagne aussi, et puis surtout, ils sont revenus des championnats du monde avec avec une armada de médailles. Mm. Donc, ils étaient attendus chez eux Ouais. et ils ont répondu présent, donc avec un doublé en Super G, mais surtout en descente, ils ont fait le triplé, nos amis suisses. Ouais. Ils font beaucoup de beaux résultats en ce moment, comme vous dites, Marc. C'est vrai que ils reviennent, ils continuent encore leur Oui, performance. oui, Van Allen qui gagne la descente devant Marco et Alexis Monet de nouveau, donc un triplé suisse chez eux, encore une fois. Mm. Donc là, je pense sincèrement, j'en parlais avec Nicolas Bourka, qui est un grand descendeur français des années 90, qui a gagné les Coupes du Monde et qui me disait, sincèrement, Marco, au niveau de la vitesse, je pense que les Suisses sont au-dessus du lot. Une, Ouais. une, une stratégie qui a été mise en place il y a pratiquement, à mon avis, plus de 10 ans, facilement. Donc, ils arrivent et ils sont percutants, ils sont performants. Les leaders sont là, les jeunes arrivent derrière. Donc, ça fait un phénomène d'aspiration. Ça les libère aussi psychologiquement. Et puis ils sont indéboussollables, en tout cas en Oui. vitesse. Ouais, c'est ça. De beaux résultats. Alors, les Français, donc dixième, on a pu voir juste avant Denis Salek, En Super malheureusement. G, Ouais. et puis ils avaient fait 12 aussi en descente. On a vu aussi une belle image reprise par les médias, ou alors c'est Mathieu Bellé, je crois, qui prend ce qu'on appelle dans notre jargon un télescope sur une bosse. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il Dites-nous un petit prend peu. pratiquement sur la bosse, je pense qu'il perd, en fait, il saute, il souffle en fait au niveau du saut. Par contre, il atterrit superbement bien. Je pense qu'il monte à une hauteur plus de 10 mètres de haut, quoi. Donc Mm. c'était, on va pratiquement dire que c'était l'image sensation du week-end à Crans-Montana chez nos amis suisses. Ouais, voilà.
On va continuer avec également des petits soucis, notamment du côté de Crans-Montana, Ouais. justement avec Nice Alphand, hein, avec cette info que nous avait transmis suite à Ouais. une lourde chute lors de l'entraînement de descente de Crans-Montana en Suisse. Donc c'était durant ce week-end. Nice Alphand donc a été héliporté à l'hôpital de Sion pour effectuer donc des examens ayant perdu connaissance. Il a réalisé un body scanner qui s'avère normal. Nice va tout de même donc être gardé en observation. Donc c'était durant hier, hein, du côté de l'hôpital. Pour l'instant, donc, est-ce que vous avez un peu plus d'informations, Marc? J'ai pas eu de papa, Luc, qui évidemment, bah, c'est le premier concerné. On est tous stressés parce que, encore une fois, on en a parlé pendant ces derniers championnats du monde. Chez nos descendeurs français, en tout cas la vitesse, bonjour l'hécatombe. Mmh. Et là, du coup, un de plus avec Niels qui quand même perd connaissance. Donc là, bah, c'est les protocoles, qu'on appelle les protocoles commotion. Ce qui est rassurant, c'est que apparemment il y a pas de dégâts plus que ça, si ce n'est qu'il va devoir va rester pratiquement, à mon avis, plus de 3 semaines, 4 semaines tranquillement à la maison, en espérant qu'il n'ait pas trop de séquelles, Mmh. je dirais secondaires, hein, c'est-à-dire des maux de tête, des pertes Oui. d'équilibre et autres. L'après, ouais. En tout Mmh. cas, l'infirmerie française, en tout cas en vitesse pour euh, pour les coachs, ça va pas être simple. Et puis pour nous, les Français, quoi, c'est pas marrant, c'est pas marrant de voir cette hécatombe là, quoi. Voilà, Mmh. tout simplement. Et c'est vrai que ça continue malheureusement, hein, comme vous disiez, dans les précédentes débriefs, on en a beaucoup parlé hein, pendant la Coupe du Monde hein, qui s'est déroulée, le championnat du monde hein, qui s'est déroulé pendant 15 jours du côté de l'Autriche. Ouais. C'est aujourd'hui un débat constant au niveau de la fédération internationale. C'est-à-dire qu'on se rapproche progressivement, pas à pas, à la Formule 1, savoir qu'à un moment donné, quand ça devenait un peu l'escalade de la vitesse et un certain nombre de sécurité, ben, ils ont pris des décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, le ski va au niveau, en tout cas pour la vitesse, hein, mais pas que non plus. Euh, il va falloir, euh, il va falloir prendre des décisions sur les sécurités, sur la vitesse, sur le matériel, enfin sur un certain nombre de facteurs importants. Ça me paraît aujourd'hui indispensable parce que j'ai l'impression que il n'y a pas que nous les Français, mais que globalement, Mm, cet hiver, c'est quand même une certaine hécatombe, quoi. mm, c'est vrai. On peut le préciser, c'est vrai. Alors, on va évidemment ensuite, voilà, donc on peut avoir une dernière info, mais on va envoyer justement, cher Marc, hein, donc qui a pu quitter l'hôpital de Sion aujourd'hui. Il va désormais se reposer et passera un bilan médical complémentaire en début de semaine prochaine du côté d'Albertville en Savoie, sous la supervision du docteur Stéphane Bull, médecin en charge des équipes de France. De si voilà, qu'on en a une petite info en plus que vous nous avez transmis, Marc. Hein. Oui, bah, on souhaite évidemment beaucoup de courage et puis de bien revenir tranquillement, sereinement. Luc est le mieux placé de tous, puisqu'il ça a été quand même le grand descendeur, hein, le Mm, dernier en date qui a avoir gagné beaucoup de compétitions, et il est bien mieux placé que moi. Bon, en plus, c'est le papa, donc je dirais les nouvelles rassurantes, c'est que il n'y a pas plus que ça, si ce n'est que, bah, évidemment d'opérer, enfin, en tout cas d'avoir du repos, et en espérant qu'il n'y ait pas de séquelles qui puissent arriver, en tout cas mm, de problèmes de douleur. En général, ça peut être des douleurs au niveau en tout cas des problèmes de vision, mais des problèmes au niveau de douleurs au niveau des maux de tête et autres, d'instabilité, d'équilibre latéral. Bon, je pense qu'il est bien suivi. On est évidemment de tout cœur avec lui, ainsi avec Estelle, sa sœur, avec Sam et puis Lucho et sa famille. Voilà, on est de tout cœur avec eux, évidemment. Alors, on a justement une question en direct depuis Oui. YouTube. On a justement Grand Tap pareil qui dit bonsoir Marc, l'équipe suisse fait des performances exceptionnelles depuis le début de l'année. Dans toutes les disciplines, hein, à contrario de l'équipe française et en Berne. Pour quelles raisons? Ça, c'est une question que vous pouvez Oh, bien répondre. les raisons, elles Ouais. sont multifactorielles. C'est-à-dire que les politiques de chaque nation, elles sont différentes. Alors aujourd'hui, on met énormément en avant, d'ailleurs, toute la structure qui a été mise en place par Steeman, mais il faut quand même pas oublier que le fameux Pierre-Emile Verbegen avait été là il y a quand même très longtemps en arrière. C'est des politiques qui ont été mises en place depuis très longtemps. Il y a une politique au niveau de la Suisse. D'abord, il y a des budgets. Hein. Je crois que globalement, ils sont pratiquement des budgets financiers 3 fois supérieurs aux nôtres. Donc ça permet aussi d'avoir des recherches différentes, d'avoir
des programmes différents, ça c'est clair. Nous, depuis peu de temps, problème de budget, eh ben, le groupe relève, le groupe junior n'existe plus. Et aujourd'hui, la Fédération française de ski, c'est de trouver des partenaires et des sponsors pour permettre à ce groupe de relève, les juniors, pour pouvoir évidemment être encadré et de pouvoir suivre nos athlètes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes Français, eh ben, ils sont remis au niveau des comités, c'est-à-dire c'est des régions, tout simplement, avec des problèmes budgétaires énormes, qui sont d'abord la principale base. Mais ensuite, il y a évidemment, certainement, je pense que la Fédération française de ski ont des gens autour d'eux et il faut remettre. Alors, il y a certainement des choses qu'il faut continuer à travailler parce que ça va se faire dans le temps. Mais en tout cas, il faut remettre aussi en cause certaines choses, comme chaque pays est amené à faire. Donc, la réussite du ski suisse, je vous rassure aujourd'hui, elle date pas d'hier. Il faut être clair là-dessus. Elle ne date pas d'hier. Pour encore une fois, problème budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? Comment les régions, comment les comités, comment les jeunes, les juniors, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai le sentiment, en tout cas, nous, en France, dès l'âge de 12, 13, 14, 15, 16 ans, on doit être le champion du monde, on doit être le meilleur de son club, on doit être le meilleur de son comité. Et je suis pas persuadé que ce soit la meilleure option. C'est-à-dire qu'on programme, on fait des programmations à long terme, il faut laisser le temps aussi. Ce qui est le cas, par exemple, chez nous en France, chez les féminines, hein, on a une nouvelle équipe féminine, notamment en slalom et en slalom géant, qui petit à petit font leur gamme, font leurs choses. Ils sont capables. Elles ont gagné cet hiver beaucoup de coupes d'Europe. Elles sont en train de se renforcer, de progresser pour être d'autant plus performantes en Coupe du Monde. Mais voilà, je pense que moi je peux pas isoler qu'un sujet. Il faut prendre en considération beaucoup de choses. Je l'ai déjà expliqué. Nous, on a eu un bac à un moment donné. On avait un problème de formation aussi au niveau des entraîneurs de club. C'est-à-dire qu'on avait des équivalences au travers, en France, au travers d'un diplôme de moniteur de ski qui donnait une équivalence d'entraîneur de club. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été pour. Alors, je vais pas faire des amis, mais c'est pas le sujet. Moi, je suis là pour expliquer clairement la situation. On est soit en entraîneur de club et on forme des gens au niveau des clubs d'une manière cohérente parce que c'est la base importante au niveau de la pyramide. Et là, tant qu'on n'aura pas compris, nous, comme le font les Suisses et les Autrichiens, qu'on doit former des entraîneurs avec beaucoup plus de densité et continuer à les former, ça me paraît aussi un point important, on va dire un point qui est vraiment proche du terrain. Voilà, ça c'est votre avis par rapport justement à cette question. Hein. Puis on a une deuxième question également, Marc, de Pierre Ognium, hein, qui nous suit beaucoup, qui nous dit: un championnat de ski de démonstration n'aurait-il pas sa place en France, moins dangereux, moins coûteux, mais pas moins passionnant? Alors, championnat de démonstration, c'est ce que j'ai eu la chance de gagner au Japon et en tout cas au Canada. C'est beaucoup plus. Alors là, c'est beaucoup plus lié au niveau du niveau des moniteurs de ski et ce qu'on est capable de démontrer. Il y a à un moment donné des épreuves en France de démonstration essentiellement par équipe, hein, qui est qui est parti dans le temps, il est un peu disparu. Moi, j'ai l'expérience, je pense, mais c'est pas moi qui prends les décisions pour ça. Je crois que là, on parle de l'enseignement du ski. L'enseignement du ski, pour moi, c'est être un démonstrateur avant tout, c'est-à-dire d'avoir une belle silhouette, d'avoir une belle stature, une belle position, et de pouvoir recréer, en tout cas revenir là-dessus. Il faut quand même savoir que ça va vous paraître un peu spécifique, tout comme les téléspectateurs, c'est que les Autrichiens, les Suisses, les Italiens, l'enseignement du ski, c'est essentiellement de la démonstration. Nous, il y a un lien particulier en France depuis, c'est historique, hein, le sommet de la pyramide du moniteur de ski et des écoles de ski, c'est ce qu'on appelle la flèche du chamois, des épreuves chronométriques qui sont intimement liées avec le chronomètre et la compétition. Alors, ça, à mon avis, moi je pense que c'est un plus, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'en Autriche, ils connaissent pas la flèche, ils connaissent pas le chamois. C'est un côté marrant, c'est un côté ludique. On arrive à se positionner au niveau d'un esprit chronométrique. Mais en Autriche, l'enseignement du ski est essentiellement basé, comme le Japon, comme je vous ai dit les Suisses, je vous ai dit les Italiens.
eux, ils ont vraiment une catégorie. Le moniteur de ski est intimement lié sur une image et une idée essentielle et qui paraît fondamentale. Le moniteur de ski doit être un démonstrateur. Voilà. Voilà la réponse pour Pierre. Voilà, bien détaillé de Marc hein, qui nous suit avec. On va continuer avec vous, Marc. Justement, on va regarder ce tableau que vous nous Oui, avez envoyé de la descente oui. d'âme du 28 février au 1er mars pour le Super G hein, qui va se dérouler du côté de la Norvège. Oui, donc là, c'est les sélections de l'équipe de France de ski. Vous avez sur l'écran les sélections pour les féminines, qui seront en Norvège, et les garçons seront, je crois qu'ils seront en Slovénie, de mémoire. Donc là, vous avez la sélection de la Fédération française de ski Mmh. avec les différents athlètes, aussi ceux qui ont des contrats douane, des contrats de l'armée, qu'il faut quand même féliciter et remercier. Sans eux, évidemment, c'est quand même le sport de haut niveau hein, dans toutes les disciplines et particulièrement dans le domaine du ski alpin, qui avait été mis en place pratiquement, je pense, dans les années 50-60 grâce à Monsieur Bonnet. Donc, il y avait les athlètes du ski bénéficiaient de contrats de douaniers et des contrats de l'armée pour alléger un petit peu les budgets de la Fédération française de ski. Et là, vous avez bon, je vais pas tous les citer, vous les avez à Oui. l'écran. Donc. Voilà, on a mis tous ceux qui participent. Voilà, donc à cette descente et à ce slalom homme également, hein, le 2 mars, également en Slovénie. Voilà. Également aussi, on va parler après le ski alpin, on va parler de biathlon ce soir avec. J'ai bien aimé cette photo de nos amis de ici Pays de Savoie, les tricolores qui réalisent les meilleurs championnats du monde de leur histoire avec ces 6 photos. Ouais, alors on va finir le biathlon, mais moi je reviendrai parce qu'on a oublié les Ah, filles qui étaient assises hier, mais c'est pas grave. Johan, oui, on va inverser les rôles, il y a pas de souci, parce qu'il y a il y a quand même quelqu'un qui est rentré dans l'histoire du sport mondial. Mais oui, le biathlon. Alors le biathlon, j'espère avoir Paul Jacquinot, Jean-Paul Jacquinot, donc on le ah, voit oui, souvent à l'écran, qui est un ami de longue date. J'espère l'avoir ces prochains jours pour un petit peu échanger entre nous hein, sur le plateau de la place du village. Bah, la France, alors on a parlé des résultats des Suisses au championnat du monde du ski alpin. Alors là, les Français en biathlon, ils ont atomisé tout le monde. Hein. Ils ont 13 médailles au total. Ils ils sont n'arrêtent loin pas. devant la Norvège. Il y en a Mm. eu 9. Je crois qu'ils ont 6 médailles d'or. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Je crois qu'ils en ont 2 ou 3 en argent et Oui, 5 en il y a, bronze. ouais, il y a le tableau qui C'est apparaît. Mm. hallucinant. Voilà, le Hallucinant. tableau. Regardez le tableau des médailles Ch- quand même. 13 voilà. médailles, ouais. 13 Chaque médailles. épreuve, à chaque épreuve, toutes les épreuves, il y a une médaille française. Mm. En tout Ça, cas, il y a rien à dire si ce n'est qu'à s'en féliciter, parce que évidemment le biathlon, on l'a vu, ce n'est pas que le ski de fond avec une équipe de farteurs, de préparateurs, mais aussi le tir. Et quand les deux sont parfaitement préparés et bien, en tout cas, que se féliciter d'être les meilleurs suite à ces championnats du monde, d'avoir un peu d'amélioration des Alpins suisses qu'on adore, hein. Mais nous, on a quand même mis comme on dit, une tartine aux Norvégiens qui étaient aussi les Norvégiens et les Allemands. Donc encore une fois, je suis très très heureux de partager toutes ces Marseillaises et ces titres mondiaux. En tout cas, félicitations à toute cette équipe. Bravo, bravo à tous. ouais, et en plus, regardez, justement, Pierre Onium qui nous dit actuellement, qui est le meilleur tireur de l'histoire du biathlon. Alors, alors malheureusement, il sait que je suis énormément tous les sports. Alors, je sais pas sur les statistiques, je sais pas si c'est pas bien d'aller de Norvégien. Mais bon, après, il y a un SBE là, qui va prendre sa retraite cette année, vient de battre le record absolu de victoire en championnat du monde. Donc, évidemment, entre Björn Dahlén et puis Martin Fourcade, Ouais. mais aussi aujourd'hui Johannes Beu, il y a un sacré niveau. Quoi. Mais vous savez quoi? On parle des garçons, mais alors les filles, ça tire, ça tire à la Lucky Luke. Hein. Oui, c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Hein. On peut revoir la photo justement, voilà, avec ces 6 figures hein, du biathlon, hein, de ces championnats Ouais. du monde. Hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même très très beau à voir. Ah, on a également aussi une autre question. On va revenir sur le ski alpin, on va réussir, avec un commentaire qui est arrivé de Martial Aravi. Hein. Oui, c'est ça, hein, le direct. Hein. Martial Aravi qui dit pourquoi ne pas intégrer Luc Calfan pour entraîner les descendeurs et les super géantistes. Tiens, ah ça c'est une bonne question.
Ouais, c'est une bonne question. Alors, pourquoi pas? Je pense que le mieux, c'est de poser la question à Luc. Mais alors, Hmm. sincèrement, alors vous ne savez pas, au niveau du staff de la descente, il y a quand même deux gars qui sont quand même des bêtes de course. Enfin, il y a Fournier Vidot, il y a Fournier qui est l'entraîneur-chef de la descente avec ce qu'on a avec Yannick Bertrand, qu'on surnomme Bambou, qui a quand même fait des podiums en Coupe du Monde. Bambou qui a quand même été un grand descendeur aussi français. Et le troisième, qui est mon ami le fou furieux qu'on avait entendu pendant les championnats du monde, qui est Christophe Sayoni. Vous avez quand même trois mecs qui sont entraîneurs de la vitesse. On est bien, tu bien de la vitesse, donc descente super géant, plus les techniciens, plus le staff à côté. Ils ont quand même trois avions de chasse qui connaissent parfaitement le milieu de la descente pour les avoir pratiqués eux-mêmes. Après, pourquoi pas effectivement la question du calfan. Je ne peux pas répondre au nom de Hmm. Luc, Oui, oui. mais déjà sachez que les mecs qui sont là et qui sont en place au niveau de la vitesse chez les garçons, c'est quand même des mecs qui ont couru en Coupe du Monde et qui ont eu qui ont fait partie, qui ont même fait des podiums en Coupe du Monde. Donc je pense que y a pas que ça non plus. Hein. Attention, Oui, oui. encore une fois, je vous ai expliqué, les Suisses, ils ont la possibilité de s'entraîner sur leur glacier, à Chasseté, à Zermatt. Il y a une politique nationale, il y a une politique sportive, et ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Donc évidemment que quand Urs Lehmann, qui a été champion du monde à Morioka, faut pas l'oublier, le Suisse, ben c'est quand même plus facile d'arriver et que vous êtes appuyé par un Pierre Briggen et j'en passe, c'est des meilleurs, enfin, parce que il y a quand même une armada, Didier Desago, qui a quand même un palmarès aussi exceptionnel. Hein, c'est quand même le responsable, c'est le responsable aussi des championnats du monde de Grand Montana et qui a reformé la piste de Grand Montana. Donc il n'y a pas que ça non plus. Mais en tout cas, pour Martial, on a un staff en vitesse chez les hommes au Coupe du Monde. On a quand même des mecs, on a des coachs. Je vous rassure, je peux être très critique. Le seul problème, c'est qu'évidemment, nous, l'infirmerie, elle est là-bas. Oui, il y a du monde, c'est vrai, il y a du monde. Ouais. Voilà, merci voilà pour la réponse pour Il y Martial a du qui monde. nous regarde depuis les Aravis. On n'est pas très loin des Aravis en plus, hein, on est du côté d'Annecy, on n'est pas très loin. Voilà pour donc merci à ceux qui participent. N'hésitez pas à poser des questions à Marc Garcia hein, dès qu'il sera avec nous dans les prochaines émissions. Le programme de la glisse, Marc, les prochains jours. Je suis obligé de revenir avec vous, Johan. Sur les Il y a filles. quand même eu un exploit ce week-end chez les filles. Alors, Oui. rapidement, à Sestrière, on l'a oublié. Il y a Federico Bregnon qui gagne les deux géants d'affilée. On va faire très court. Hmm. Il gagne les deux géants. Sur le premier géant, Clara Direct fait une moyenne 26e place, on va être clair là-dessus. Et Dorian Escane qui a gagné des Coupes d'Europe cette année, qui fait 26e sur le deuxième géant. Bon, évidemment, on espère mieux au niveau des filles. Elles se reconstruisent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Fédé, surtout, qui est en tête du classement général de la Coupe du Monde, hein, aussi, mais qui fait un magnifique doublé chez elle en Italie. Ça, c'est exceptionnel. Mais alors, surtout, Hmm. moi, au Oui, chapeau, parce que elle a pleuré, mais moi, j'ai versé ma larme. Chiffrine, qui, enfin, a eu la victoire en slalom dimanche, la 100e victoire en Coupe du Monde. Ça, c'est un exploit absolument, je pense que nous, le monde du ski, on sait ce que c'est. Le dernier, le grand, c'était Ingemar Stenmark, hein, qui avait eu 86 victoires, mais qui ne faisait que du slalom spécial et du slalom géant. Mais là, Chiffrine, avec tout ce qu'elle a connu cet hiver, sachez que même la veille du slalom qu'elle gagne, pour sa 100e victoire en Coupe du Monde, elle se qualifie pas pour la deuxième manche. Donc, c'était pas facile pour elle psychologiquement. Et le lendemain, elle gagne, à mon avis, haut la main. En tout cas, Chiffrine, félicitations aux Américains. En tout cas, Chiffrine, pour arriver à une 100e victoire en Coupe du Monde, sincèrement, chapeau bas. Félicitations. J'ai même peu d'adjectifs hmm. pour la féliciter. C'est tout simplement exceptionnel, ce que je vous dis là. Exceptionnel. Voilà, notre expert qui justement fait une analyse hein, dans le débrief qu'on retrouve très souvent dans le 19h. Cher Marc, alors les programmes pour les prochains jours, Marc, on disait justement. Eh ben, vous avez envoyé, je crois que vous avez mis le listing. Les filles sont Oui, parties en Norvège pour les Coupes du Monde, les Coupes du Monde. Donc, on a vu les sélections. Voilà, vous avez les sélections. Donc, les filles seront en Norvège avec, vous avez, je crois, même les dates. Et puis, les garçons seront à Kranjskagora. Magnifique compétition de Kranjskagora où il y aura
Kranjska c'est un géant assez particulier, avec un mouvement de terrain, un terrain particulier, assez spécifique. Et puis, surtout ce slalom où on attend, parce que Clément Noël, qui a enfourché lors des championnats du monde, il est en phase, à mon avis, pour gagner la course générale, la Coupe du monde de slalom. Et une victoire à Kranjska va s'imposer pour lui. Un beau week-end, les filles en Norvège avec une piste assez particulière. Le seul dilemme qu'ils vont avoir dans les deux hémisphères un peu plus scandinaves et la Slovénie de l'autre côté, ben, c'est les conditions climatiques, les Oui. conditions de neige, les conditions de température. Voilà pour les prochaines Coupes du Monde. Voilà. Bah, merci Marc. Un petit dernier mot avant de se quitter, Marc. Oh, le mot de quoi? Moi, je reste très, très ému, je viens de vous le dire. Oui. Moi, C'est le fait marquant, Chiffrine, ouais. chapeau. Ouais. Chapeau. C'est l'effet marquant pour nous dans le monde du ski. Dans l'histoire du ski, c'est la seule personne, et pour le coup, une féminine, qui atteint la barrière de 100 victoires en Coupe du Monde. Vous imaginez pas, parce que c'est tout simplement hors du temps. Moi, j'ai eu la chance de courir il y a très longtemps avec Stenmark, et on avait dit 86 victoires. Ce sera difficilement battable. Et Chiffrine, qui atteint le chiffre absolument hallucinant des 100 victoires. Que dire que de la féliciter encore, parce que pour moi, ce sont des belles émotions. Et je comprends de l'avoir vu à la télévision, de pleurer, parce qu'en plus, elle a quand même été blessée Mm. cet hiver, et c'était pas simple pour elle. Elle n'a pas fait non plus les championnats du monde qu'elle espérait. Mais en tout cas, voilà, je ne peux être que admiratif au plus haut point pour cette grande championne. Voilà. Bah, merci beaucoup Marc pour tous ces détails, également aussi vos conseils et puis votre décryptage qu'on retrouvera dès lundi prochain ou même durant la semaine. Hein. N'hésitez pas à intervenir hein, pour quelques conseils techniques également. Hein. Vous pouvez donc nous donner dans les prochains jours, Marc. Alors, Johan, est-ce que c'est possible de rajouter un mot? Oui, dites-moi. Sécurité, j'étais sur les pistes à Megève. Messieurs, dames, soyez vigilants sur la sécurité, soyez encore vigilants sur votre contrôle de vitesse, parce que, parce qu'on voit encore ce qu'on appelle nous des cartons, on voit des gens qui sont totalement irresponsables, qui n'ont pas un niveau technique et qui se balancent sur des pistes qui sont absolument pas appropriées à leur technique, et que ça termine en percussion, ça termine en des accidents, ça se termine par des choses assez dramatiques, tout simplement par un mauvais comportement sur les pistes. Et encore une fois, on doit partager un espace très limité pendant ces périodes scolaires. Et encore une fois, on doit être tous tributaires. Et quand vous arrivez dans les zones en bas, les zones où il y a beaucoup de monde, ralentissez les enfants, les personnes âgées. Vous êtes entièrement responsables. Vous n'êtes pas là pour zigzaguer ou percuter des gens qui débutent et qui sont en théorie dans des espaces plus ou moins en sécurité. Voilà. Voilà, c'est très très important, on le dit très souvent dans le débrief. Ah oui. Merci beaucoup Marc pour toutes ces infos, les quelques petites coupures hein, de faisceau. Bon, ça arrive, hein, c'est les conditions du direct. C'est comme on dit, il y a du monde dans les tuyaux, hein, il y a des bouchons dans les tuyaux, ça arrive des fois. Mais on a pu quand même avoir Marc en intégralité, voilà. Bah, merci beaucoup Marc pour ce direct et puis on vous retrouvera prochainement dans 19h. Avec un petit Oui, décalage. j'espère que vous m'annoncez de la neige, hein, Johan. De la pluie J'espère demain. que vous m'annoncez de la neige pour ces prochains jours. Bah là pour l'instant c'est la pluie et un petit peu à Tignes de la neige demain. Il y a un petit peu de neige demain à Tignes, voilà. Bon. À haute altitude par contre. Hein. Voilà, alors Pierre au Lyonnais, il va être content là-bas. Chez lui à Tignes, il va être content. Bah voilà, il va retrouver la météo dans un instant. Bah merci beaucoup Marc, bonne soirée et puis on se retrouvera encore dans le 19h pour encore on parlera de glisse. Merci beaucoup Marc. Merci Johan de m'accueillir. Voilà, avec un petit décalage ce soir, hein, c'est comme ça. Bah merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt Marc pour encore du sport à retrouver avec Marc Garcia. Voilà pour cette rubrique de la glisse à retrouver, vous le savez, dans le 19h, également aussi dès demain en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.